Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici en direct des tout nouveaux locaux d'Agicap à Lyon. Comment aborder la fin du quoi qu'il en coûte? Autrement dit, comment aborder le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État? Quel impact sur nos trésoreries, sur les trésoreries des entreprises? Quelles solutions pour gérer sa trésorerie en toute sérénité? Dans ce contexte, prendre les bonnes décisions. Nous avons autour de cette table les meilleurs experts pour répondre à ces questions. Messieurs, bonjour. 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 Alors, Vincent Baucher, vous êtes directeur du marché entreprises et institutionnel à la Banque Rhône-Alpes. C'est le groupe Crédit du Nord. Vous êtes banquier. Vous étiez en première ligne quand il s'est agi d'obtenir ces prêts garantis par l'État. Et aujourd'hui, on vient vous voir parce que on a commencé à rembourser, on se pose pas mal de questions. Certains veulent rééchelonner, etc., etc. On en reparlera évidemment de tout cela. Mais vous, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, quand on gère une entreprise, il faut penser cash, 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 avant de penser chiffre d'affaires, carnet de commandes, quoi. Oui, tout à fait. La trésorerie est l'élément prioritaire à avoir en tête pour un dirigeant. Il va permettre d'anticiper au mieux les aléas et d'avoir, on va dire, le temps nécessaire pour mettre en place les solutions. Donner des conseils, Exactement. évidemment, accompagner les entrepreneurs. Clément Moguet, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'Agicap, nous sommes chez vous, merci de nous accueillir. Merci à vous. Leader européen du pilotage de trésorerie pour les PME et les ETI, c'est une belle entreprise qui se développe énormément, Agicap. Vous êtes donc le cofondateur de cette entreprise et vous dites, vous, quand on gère sa trésorerie, il faut être conservateur. Exactement. L'objectif d'une gestion de trésorerie, c'est d'envisager le pire. Dans le meilleur des cas, on a des bonnes surprises. L'enjeu principal, comme l'a dit Vincent, c'est d'éviter les aléas, c'est le risque de défaut, c'est de se laisser surprendre. Donc vraiment, être conservateur, c'est la clé dans le cadre d'une bonne gestion de trésorerie. On reviendra évidemment là-dessus et utiliser un outil pour cela parce que 80% des entrepreneurs font ça sur Excel, c'est ça ? Exactement, puisque c'est un outil accessible, mais extrêmement difficile à maintenir, à mettre à jour, à manipuler, difficilement aussi exploitable pour des interlocuteurs experts comptables ou banquiers. Ou les banquiers, ouais. Voilà, donc c'est pour ça fondamentalement qu'on a créé Agicap. C'était pour donner une solution clé en main aux petites entreprises accessibles, mais également aux plus grosses, pour avoir une gestion simplifiée de leur trésorerie et extrêmement actionnable, activable. Voilà, on expliquera, on vous dira exactement ce que c'est que gérer une trésorerie, suivre une trésorerie, communiquer avec un expert comptable, avec un banquier, avec un expert comptable notamment. Bonjour, rebonjour, Laurent Coinel. Rebonjour. Interlocuteur clé, donc parce qu'expert comptable, vous travaillez avec les PME, les TPE, et vous travaillez vraiment avec les petites entreprises, et vous dites évidemment, il faut avoir une bonne gestion, une bonne vision de sa trésorerie prévisionnelle. Pas de ce qui se passe maintenant, de ce qui va se passer dans combien de temps? Dans 3 mois, 6 mois? Exactement, Serge. En fait, un entrepreneur aujourd'hui, il regarde tous les jours son compte en banque, il sait ce qu'il a sur sa trésorerie. En revanche, la vraie marche qui manque actuellement pour une partie des entrepreneurs, parce que 80% de ceux qui suivent la trésorerie prévisionnelle ont un fichier Excel, mais ils ne sont pas 100% à avoir ce fichier. Et le vrai enjeu pour nous, experts comptables, pour garantir la pérennité des entreprises, c'est de les pousser justement à travailler sur cette trésorerie prévisionnelle pour qu'ils soient en capacité d'anticiper les éventuels trous de trésorerie. Voilà, et vous confirmez, interlocuteurs, les bons, avoir les bons, les banquiers, les experts comptables, ça c'est important, et les outils aussi. Enfin voilà, c'est un tout. C'est un tout qui permet au chef d'entreprise de piloter son entreprise. Bon, on va revenir sur cette alchimie de la bonne trésorerie durant cette émission. Donc on va revenir sur les PGE. Entre 2020 et 2021, l'État a accordé 146 milliards d'euros de prêts garantis par l'État à près de 700 000 entreprises de toute taille. C'est énorme, quoi. On n'avait jamais vu ça. Clairement, ça a été un raz-de-marée, alors pour nous experts comptables, mais pour nos amis banquiers, un raz-de-marée sur ces paniques à bord, qu'est-ce qu'on fait, et comment on préserve cette trésorerie, et comment on préserve surtout l'entreprise. Il y a des salaires à payer dès la fin du mois, et donc tout le monde a accouru sur ces prêts et s'est rapproché de son banquier, de son expert comptable pour justement négocier ses emprunts. Et il n'y a jamais eu, Clément Moguet, il n'y a jamais eu autant de questions autour de la trésorerie. Enfin, je veux dire, en tout cas, on est dans une situation trésorerie-wise, si je puis dire, totalement inédite. Totalement inédite. Plus l'environnement économique est incertain, plus il y a nécessité d'appréhender l'avenir, et l'avenir, le court terme aussi, donc de mettre en place un suivi prévisionnel
pour se dire qu'est-ce qui se passe si j'ai une baisse de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe si j'ai une baisse de mes marges liée à l'augmentation du coût de certaines de mes matières premières. Donc ces scénarios se doivent d'être opérés à fréquence très régulière. Et c'est effectivement, nous, lors du Covid, on a eu beaucoup de questionnements et beaucoup de demandes de mise en place de gestion prévisionnelle aussi pour accéder à un PGE qui nécessitait d'avoir une prévision de trésorerie pour que le banquier puisse aussi opérer au financement. Exactement. 90% de cet encours total, soit 131 milliards d'euros, ont été commencés on a commencé à les rembourser ce printemps, là, c'est quoi, mars? Oui, c'est exact. Les premiers PGE ont été faits donc en avril 2020, et donc la masse a été faite en avril, mai, juin 2020, avec un différé total la première année et la possibilité d'avoir un différé en capital en année 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que 84% des entreprises qui ont pris des PGE ont décidé donc d'amortir, 16% ont remboursé en totalité. Et sur cet amortissement, nous avons 2/3 des sociétés qui sont allées chercher, on va dire, des durées les plus longues, c'est-à-dire allant jusqu'à 6 ans. 50% d'entre elles ont choisi d'opter pour se différer en capital en année 2. Alors, les équipes d'Agicap, les équipes de production d'Agicap ont rencontré un entrepreneur. Vous allez voir, il s'appelle Nicolas Breton, il est dans le sud de la France. Lui, il a souscrit un PGE il y a 2 ans. Regardez. Je m'appelle Nicolas Breton, je suis propriétaire et directeur d'exploitation au Château Mentonne. Château Mentonne, en une phrase, c'est un domaine viticole bio en Côte-de-Provence qui est situé dans l'arrière-pays varois. On a souscrit un PGE pendant la pandémie du Covid, comme pas mal d'entreprises, parce que principalement notre entreprise devait continuer à produire du vin, donc on n'a pas eu vraiment de chômage sur la partie production viticole, et qu'en contrepartie, nous, notre première clientèle, c'était les CHR, qui eux étaient fermés. Donc en fait, on continuait à produire, donc à avoir des décaissements classiques, sans avoir d'entrée de chiffre d'affaires. Donc on a fait un PGE pendant la période du Covid, qui rentre en remboursement depuis ce mois de mai, le mois de mai 2022. Voilà, depuis ce mois de mai, donc il rembourse Nicolas Breton. C'est quoi? C'est un vent de quoi? De questionnement, de panique, je ne sais pas, pour certains, où finalement tout le monde avait bien anticipé tout ça? Non, alors aujourd'hui c'est plutôt du questionnement. Quand on regarde les bilans 2021 des entreprises, ils sont plutôt bons, voire très bons. Les entreprises sont plutôt cash riches, avec des trésoreries excédentaires. Il est normal qu'aujourd'hui, après quelques semaines, mois d'amortissement de ces PGE, se pose la question de savoir comment vont se dérouler. Comment ça va se passer exactement, tout ça, le remboursement? C'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Et pour moi, ce n'est pas de l'inquiétude, mais c'est plutôt de la prudence et c'est très sage. Oui, et sain, évidemment. Comment se passe le remboursement? C'est exactement la question que se pose Nicolas Breton. Effectivement, au moment de souscrire le PGE, c'est une question qu'on peut se poser sur notre capacité à pouvoir rembourser un prêt qui n'est pas là du tout pour faire un investissement ou pour augmenter notre capacité à produire plus ou pour augmenter notre rentabilité à long terme. C'est vraiment un prêt qui était là pour combler la trésorerie à court terme et du coup qui, in fine, était plus effectivement une bouée de sauvetage à un moment donné. Effectivement, c'est une question qui s'est posée, mais on n'a pas eu beaucoup d'autres choix que de le prendre au moment où la question s'est posée. Et c'est vrai que quand les mensualités, en tout cas les remboursements, ça rapprochait, l'anxiété pouvait être là de se dire est-ce qu'on va pouvoir rembourser ce prêt et ne pas demander à le décaler dans le temps ou le rééchelonner parce qu'on sait que ça a des impacts sur la notation de l'entreprise. On voit, on entend ici plusieurs mots importants. On n'a pas eu le choix. Bon, voilà, il y avait un peu d'anxiété. Oui, bon, normal. C'était quelque chose, un engagement important auprès des banques et auprès des salariés de l'entreprise aussi, parce qu'on met l'entreprise dans une situation qui n'est pas forcément souhaitable à ce moment-là, en tout cas. Beaucoup de questions, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire à vous qui nous suivez que vous pouvez poser vos questions, on y répondra au fil de l'eau, et puis on essaiera de prendre un moment, évidemment à la fin de cette émission, pour reprendre certaines des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Et on a déjà reçu pas mal de questions, et alors dans ces questions que j'ai sous les yeux là, 3 sur 6 que j'ai déjà là, c'est est-ce qu'on peut décaler? Est-ce qu'on peut rembourser plus tard le PGE? Alors, je comprends tout à fait cette question. Oui, bien évidemment, tout est possible, mais il y a effectivement des conséquences.
et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Le PGE a été validé sur une durée de 6 ans, donc à la base par la réglementation européenne et donc validé au niveau de la France derrière. Donc 6 années maximum, comprenant donc une année de différé totale en première année et une possibilité de différer en capital en année 2, donc 6 ans. Si l'entreprise a besoin d'aller au-delà de ces 6 ans, nous entrons dans ce qu'on appelle une restructuration. Et donc pour tous les PGE d'un montant supérieur à 50 000 euros, c'est le conseiller départemental à la sortie de crise qui va étudier le dossier Et le valider. Le soumettre Et donner, en tout cas, et le soumettre, voilà, en accord aussi avec la Banque de France, à la restructuration sur une durée de 10 ans, mais avec des conséquences qui sont importantes pour la société, puisqu'il va y avoir une dégradation de sa notation au niveau donc, de la Banque de France, qui va avoir des impacts dans les relations avec ses fournisseurs, avec ses clients, voilà, et avec bien évidemment aussi les partenaires bancaires. Également, l'augmentation de la durée au-delà de 6 ans va engendrer l'augmentation du coût avec un taux différent. L'augmentation de la durée de remboursement au-delà de 6 ans a été évoquée par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avant les élections, il y a quelques jours, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours. Oui, tout à fait. C'est une possibilité. On l'a entendu, en tout cas, oui. Nous, entrepreneurs, on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Effectivement, c'est une possibilité, mais il faut savoir que voilà, on est dans ce qu'on appelle la restructuration. C'est un cadre européen qui permet de noter les entreprises et donc les crédits, et qui va donc nécessiter derrière de changer un rating. Après, il y a des cas de figure différents, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises qui ont choisi, sans trop savoir, une durée courte. Par exemple, le mois dernier ou il y a 2 mois, avoir choisi, on va dire, d'amortir sur 3 ans, sans différer, et qui reviennent vers nous pour dire peut-être que j'ai été un peu court. Dans ces cas-là, je pense que tout banquier sera bienveillant à l'égard de son client pour regarder à mettre en place le différé qui n'avait pas été mis le mois précédent. Ça fait partie du job. Mais voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Rallonger la durée au-delà de 6 ans, ça veut dire qu'on sort des critères qui ont été validés donc, par la réglementation européenne. Voilà. Et donc, il nous faut maintenant se mettre autour d'une table avec ce conseiller départemental à la sortie de crise et la Banque de France pour étudier et valider ce rallongement qui aura pour conséquence la dégradation. Il y a une étude récente qui a été menée par Opinionway pour la Tribune, qui dit en gros, de mémoire, un peu plus d'un dirigeant sur 2 aujourd'hui souhaiterait qu'on rééchelonne le remboursement des PGE. Est-ce que, je sais que ce n'est pas ce que vous ressentez vous personnellement, mais je voulais vous poser la question à tous les deux, qui êtes en contact avec ces entrepreneurs. Est-ce que vous sentez ça dans l'air du temps ? Alors, ce qui est sûr, et comme le dit Vincent, c'est que le rééchelonnement n'est pas sans conséquences, qui doivent être comprises, analysées par les entrepreneurs. Et donc, le rééchelonnement ne doit pas être perçu comme la solution ultime. Autant lors du Covid, il semblait opportun pour tous les entrepreneurs de faire un PGE, de souscrire à un emprunt de par les incertitudes quant à la durée de la crise, de l'impact de la crise. Certains business ont été impactés à hauteur de 10%, certains 50%, certains 100%, ayant eu la nécessité de fermer leur établissement. Autant le rééchelonnement, lui, n'est pas sans conséquence sur ce que indiquait Vincent sur les notes de crédit, qui peut avoir des incidences sur le fait de faire du business. Donc, ce qui est difficile, je pense, pour les entrepreneurs aujourd'hui, et d'où la notion d'anxiété dont on a entendu parler, c'est de savoir, dans mon cas à moi, est-ce qu'il est opportun ou non, mais de ne pas considérer le rééchelonnement comme étant la solution dans l'absolu. En tout cas, il ne faut pas faire l'autruche, quoi. C'est ça que vous voulez dire aussi. Exactement. Quoi. Ouais, donc déjà, la position attentiste n'est plus une option, d'où la notion de mettre en place rapidement une analyse de sa trésorerie à 3, 6, 9 mois pour se dire c'est opportun ou non, compte tenu du risque que j'aurai à rembourser très rapidement cet emprunt ou non. Le message, moi, que j'aimerais faire passer aussi en lien avec mes 2 collègues, en fait, ça a été très facile d'obtenir un PGE. Ça a été vraiment la porte ouverte. On a ouvert les vannes parce que c'était le moment. Et pour le coup, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, et toutes les entreprises l'ont eu. Là, aujourd'hui, on re-rentre dans la négociation classique
classique ante-Covid. Donc une renégociation bancaire, ça s'organise, on se conseille, on se prépare et on va voir est-ce que c'est la bonne solution. Il y a d'autres solutions qui existent, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça qui existe. Et vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum parce que plus on anticipe, plus on a d'options. Voilà, anticiper en analysant la trésorerie, en se projetant aussi dans les mois et les années qui arrivent pour bien comprendre ce qu'on peut faire, en communiquant avec les bons interlocuteurs. On va parler de tout cela dans un instant. On retrouve tout de suite notre entrepreneur qui nous fait un petit peu le bilan de son PGE jusqu'à maintenant, on va dire. Mon opinion sur le PGE, je pense que c'était quelque chose qui était très bien de prime abord pour aider les entreprises. Je pense par contre que peut-être toutes les entreprises ne sont pas dans notre cas en capacité de le rembourser au moment où ils doivent le rembourser et surtout avec l'échelonnement qui a été négocié initialement. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit pouvoir être discuté. On sait que les banques ne sont pas très d'accord pour renégocier les PGE, que ce soit sur leur durée ou sur leur début de remboursement. Et pour moi, c'est quelque chose qui devrait être discuté parce que ce qui a sauvé les entreprises à un instant T peut aussi les faire couler maintenant. Donc voilà, le PGE était une bonne bouée de sauvetage, il ne faut pas que ça se transforme en enclume. Voilà, il ne faut pas que ça se transforme en enclume. Avant qu'on aille sur les solutions et sur comment on analyse sa trésorerie et comment on travaille tout cela, il vous en met une petite là au passage. Il dit, je plaisante, hein, je vous taquine gentiment, mais il dit les banques, ils ne veulent pas renégocier ni la durée ni les montants. C'est vrai ? Non. Bien évidemment, le but étant d'accompagner toute entreprise. Ce qu'on met bien en avant, c'est les conséquences. On l'a vu, hein, donc du rééchelonnement de la restructuration de la dette. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater, est-ce que nous avons des demandes de rallongement ? Non. Non. Ouais. Et les défaillances ? Non. Alors, il peut y en avoir. Quand on fait, on va dire, l'analyse de ces défaillances, on se rend compte que ce sont des entreprises qui sont rentrées dans la crise Covid et qui étaient déjà, on va dire, en problématique de trésorerie, qui étaient déjà déficitaires et qui, malheureusement, à l'issue de cette crise Covid, n'ont pas trouvé de solution. Le PGE n'a fait que rallonger comment dire, la durée de vie de l'entreprise. Oui, c'est un sursis. Mais des défaillances, non. À ce stade, je comprends le questionnement sur l'arrangement, il est tout à fait légitime. Par contre, en termes de défaillances aujourd'hui, non, on ne les constate pas encore. Il y a une question, et puis on va avancer dans le débat, mais il y a une question là qui colle parfaitement au timing, si je puis dire. Si cessation d'activité, écrit-on, que devient le PGE ? En fait, en cessation d'activité, on va créer ce qu'on appelle un passif. Et si on est en cessation ou en liquidation judiciaire, ce qui a l'air d'être évoqué, de toute façon, là, c'est plutôt la BPI qui a donné sa garantie et qui va mettre au pot pour rembourser la banque. Donc ça, c'est le premier point. Cessation d'activité, en revanche, a des répercussions importantes pour le chef d'entreprise qui a fait une liquidation judiciaire, puisque ça va être noté dans son dossier, et avec forcément plus de difficultés à l'avenir pour recréer une entreprise, retrouver des financements, parce que malheureusement, ça le suit sur son dossier. Alors face au contexte, hein, le remboursement des PGE, face à l'actualité, la hausse des coûts des matières premières, finalement, donc cette notion de pilotage de trésorerie vraiment est très importante. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Je me tourne maintenant vers vous, Clément. Ça veut dire quoi piloter correctement sa trésorerie ? C'est une excellente question. La trésorerie, c'est simple, c'est l'argent qui rentre, qui sort, qui doit rentrer, qui doit sortir. C'est pas très compliqué à appréhender et les entrepreneurs connaissent très bien leur business. Ils savent très bien ce qui rentre, ce qui sort et à quelle fréquence. Donc, ce qui est important, c'est qu'avant d'envisager une solution, il faut faire un diagnostic. Et je pense que la conclusion, c'est de dire rééchelonner ou non, suivant le diagnostic. Donc, le diagnostic de risque pour envisager la bonne action correctrice. Le rééchelonnement peut en être une, mais il n'y a pas que ça. Donc peut-être pour répondre à votre question, parlons méthodologie avant de parler d'outils. Une bonne gestion de trésorerie, c'est avant tout donc un bon diagnostic du risque. Le diagnostic du risque, avant tout, c'est une bonne compréhension, un bon état des lieux de mes dépenses. Donc ce que avec Agicap, ce que l'on permet de faire aussi, c'est faire cet état des lieux. Qu'est-ce que je dépense ? Donc quelles sont mes catégories de décaissement ? On préconise, notamment dans les temps qui sont les nôtres, d'être à une granularité très fine.
de nature de décaissement pour que, si vous deviez retrouver de la trésorerie, envisager des coupes sur certaines typologies de dépenses qui ne sont pas dites stratégiques, qui ne mettra pas votre business à défaut, mais qui peuvent vous permettre d'avoir de l'air. Donc, premier élément de réponse, ayez un diagnostic, ayez un état des lieux de vos natures d'entrée et sortie d'argent. Deuxième chose, la prévision de trésorerie, le budget de trésorerie. Il va être fonction de cette typologie d'entrée et de sortie que vous voyez être récurrente pour établir à 3, 6, 9 mois une prévision de trésorerie, c'est-à-dire projeter votre trésorerie en fonction d'un état des lieux qui est celui que vous avez aujourd'hui et qui va évoluer de jour en jour. Potentiellement, nous sommes dans un contexte inflationniste, le coût des matières premières continue d'augmenter, donc vos marges vont un petit peu diminuer, donc vous dépensez un petit peu plus que vous n'encaissez, et donc vous devez mettre à jour votre prévision de trésorerie à l'aune de ces nouveaux événements. Donc la fréquence de pilotage, de mise à jour de cette prévision de trésorerie doit être raccourcie afin de ne pas se laisser surprendre. Oui, il faut tenir compte du contexte qui est changeant. Voilà. Donc, on met en place un bon état des lieux de ces entrées-sorties. 2, on projette ces flux d'entrée et de sortie pour se dire voilà à quoi devrait ressembler ma trésorerie à 3, 6, 9 mois. 3, on met à jour à fréquence régulière pour analyser les écarts et se dire je suis dans les clous de ce que j'avais prévu ou non. Si pas, qu'est-ce que je fais? Comment j'ajuste? Et 4, en effet, en fonction du risque que j'ai à un horizon plus ou moins court terme, plus ou moins moyen terme, à une semaine, est-ce que je peux payer mes salariés à la fin du mois ou à 3 mois? Est-ce que je vois que ma trésorerie va avoir un point bas? De là, plusieurs possibilités quant aux actions correctrices à mettre en place. Ouais, et là, les actions correctrices, c'est plutôt de votre côté que ça va se passer, puisque vous faites l'analyse de la trésorerie et le suivi. Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne remarque. C'est juste qu'avant de faire financer des factures pour se les voir recouvrer, avant de mettre en place un régionnement de dette, déjà avoir un bon état des lieux des leviers qui sont les miens, à savoir essayer de se faire payer plus tôt. Donc on va en parler avec vous. Peut-être décaler 1 ou 2 factures fournisseurs qui peuvent nous mettre dans le rouge. Donc ça, ce sont des leviers qui sont à notre main en tant qu'entrepreneur. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui va être autour des financements. Donc là, on va être vraiment sur du correctif, on est passé voir le médecin, maintenant on va à la pharmacie. Ouais. J'ai une question sur l'outil Agicap, en particulier, puisque vous êtes le patron d'Agicap. Le cofondateur d'Agicap. Tout à fait. Moi, entrepreneur, petit entrepreneur, qu'est-ce qui m'apporte de plus que mon tableau Excel? Alors, en général, ce que l'on voit, c'est que moins on est structuré d'un point de vue d'un département financier, plus on est l'entrepreneur qui fait tout, moins on a un Excel. Parce que l'Excel nécessite beaucoup de temps pour le mettre à jour, pour le mettre en place, pour le faire vivre. Donc, ce que l'on voit, c'est que plus l'entreprise est petite, moins elle a la chance de pouvoir déléguer une partie de cette analyse ou de ce diagnostic à son expert, à un comptable interne ou à son directeur financier, ou donc à son expert comptable externe, mais qui n'est pas dans la société. Donc, en fonction de sa capacité à pouvoir délivrer, mettre à jour cette gestion de trésorerie, va être ou non alignée avec le besoin de l'entrepreneur. La nécessité est pour ces gens-là d'avoir un outil très simple, plug and play, où on va connecter les éléments bancaires, mettre en place une prévision de trésorerie simplifiée et les aider à opérer à ce diagnostic. Donc en fait, plus l'entreprise est petite, plus elle a intérêt finalement à s'équiper parce qu'elle n'a pas les moyens de mettre en place un suivi complexe sur Excel. Ouais, on voyait sur l'écran il y a quelques instants l'outil en action justement sur cet écran. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'un outil comme le vôtre, il est connecté directement avec celles et ceux qui vont mener les actions correctrices dont vous parliez. D'où la bonne collaboration entre KPMG, le Crédit du Nord et Agicap aujourd'hui, auprès desquels on est partenaire. On parle de la même matière première, c'est le cash. Et ce que l'on veut, c'est que les entrepreneurs réussissent, voire survivent dans des périodes incertaines. Et donc, les reportings d'Agicap servent aux banquiers pour faire ces analyses et être plus enclin à opérer un financement. De la même manière que la partie collaborative, l'outil permet
ou à l'expert comptable d'être connecté et donc d'interagir avec l'entrepreneur sur ce diagnostic de risque. Donc, on essaye en fait de créer ces ponts au profit de l'entrepreneur. Laurent, Vincent, ce sont des situations que vous vivez au quotidien. Cet entrepreneur qui analyse son risque, qui fait le diagnostic dont parlait Clément à l'instant, et qui s'adresse à vous et où vous travaillez sur l'action correctrice, c'est-à-dire sur oui, soigner, trouver un remède au problème s'il y a, ou peut-être même d'ailleurs optimiser le cash qui est présent dans l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont du cash aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment changé de monde sur cette partie-là, et notamment nous, notre profession, les experts comptables. C'est-à-dire qu'avant, la majorité des clients les voyaient une fois par an pour commenter leur bilan. Là, on ne peut plus se permettre de faire ça, enfin, ni nous, ni nos clients. Et on doit être là en proximité très régulièrement pour les aider, notamment à anticiper, à trouver des solutions. Donc c'est vrai que des outils comme Agicap, ça nous permet, nous, d'être beaucoup plus pertinents et d'avoir une visibilité beaucoup plus claire sur les enjeux à court ou moyen terme. Et derrière, de conseiller ce qu'on sait faire, c'est-à-dire conseiller notre client sur quels sont les outils. L'échelonnement de la dette, c'est vraiment une solution extrême et généralement, on y va qu'en dernier recours. Il y a plein de choses qui existent, on a commencé à l'évoquer, 70% je crois des défaillances d'entreprise sont dues à un impayé client, donc gérer son poste client c'est primordial, c'est vraiment ça un enjeu majeur pour les entreprises. Il y a également la gestion du stock. Alors là-dessus, la gestion du stock, il y a quelques années, on vous aurait dit le stock, il faut le minimiser parce que on monopolise de l'argent. Aujourd'hui, on le sait, avec la crise ukrainienne, celui qui va s'en sortir, c'est celui qui aura du stock, qui sera en capacité de produire. Surtout s'il achète du titane ou de l'acier lourd. Donc ça, c'est vraiment un enjeu d'avoir les capacités de produire, qui sont d'ailleurs sur la partie stock, mais également sur la partie salariée. Donc en fait, maintenant, on a du cash, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on met le cash, et notamment avec des prévisions de trésorerie. Les salariés et le stock, c'est primordial et il faut qu'on se base là-dessus pour pouvoir servir nos clients. En revanche, la bonne gestion, c'est aller voir ses créances clients, s'assurer qu'on est bien payé et si jamais on a un sujet là-dessus, peut-être se rapprocher également de son banquier pour pouvoir préfinancer ses factures. Pensez à placer aussi éventuellement un excédent de trésorerie. Enfin, je veux dire, vous le disiez tout à l'heure, il y a du cash en ce moment. Mais effectivement, il y a du cash. Ça permet aussi de le voir et de bien comprendre tout ça. Effectivement, il y a du cash dans les entreprises et on se rend compte que nous sommes en train de changer de cycle, puisque depuis, on va dire, le début d'année, nous sommes passés, on va dire, donc, du NOAT à 10 ans, donc, qui était à 0,2 au 1er janvier. On a passé quasiment 2,30 là, il y a quelques jours. Donc, les taux augmentent très, très rapidement. Et ça veut dire qu'effectivement, ceux qui ont de la trésorerie peuvent générer des produits financiers en la plaçant, effectivement, ce qui n'était plus le cas depuis, on va dire, de nombreuses années. Et en Italie, ils sont encore supérieurs, ça montre que ça peut encore monter. Alors oui, effectivement. Alors l'Italie est un cas un peu particulier qui va, je pense, s'uniformiser dans les semaines à venir sous la gestion de la Banque centrale européenne. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cycle où les taux augmentent, où l'inflation augmente. Et Laurent disait une chose très importante, je reviens dessus. La défaillance arrive à 70% par un impayé client. Donc il est important pour une entreprise de gérer son poste client, de veiller à la bonne répartition des clients et de gérer bien évidemment les règles de paiement, les délais de paiement pour éviter effectivement d'être dans l'impasse. Ouais. Parce que vous pensez je me mets toujours à la place des petits entrepreneurs, parce que on se dit que les petits ils sont moins organisés, moins staffés pour ça. Ces factures, il les suit pas, il n'arrive pas à voir qui lui paye pas. Il y a vraiment une vraie question que je vous pose. Les entrepreneurs qui sont, on va dire, pas énormément staffés, ils ont toujours tendance à gérer par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de commandes sont signées et mieux c'est, ce qui est très bien au demeurant. Mais faut-il encore que ces commandes soient honorées et soient honorées dans les délais? D'accord. Et si un client devient trop important dans le poste client, qui représente plus de 20, 30, 50, voire 70%, eh bien, s'il ne paye pas, c'est un problème, quoi. C'est un problème, voilà. Et ça se gère. Alors après, il y a des solutions pour gérer tout ça. On a parlé tout à l'heure de cession du poste client. Le dirigeant peut très bien prendre l'option de se concentrer sur le business et de céder son poste client
à une société de factoring qui va gérer, que ce soit, on va dire, le recouvrement et qui va aussi demander une assurance crédit. Voilà, et les assurances. Ouais, exactement, Ouais. sur le client. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en place, qu'il faut regarder bien avant, effectivement, de rééchelonner une dette qui n'est qu'au final la dernière décision pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Effectivement, l'entrepreneur est le premier vendeur, le premier commercial de son entreprise. Donc oui, il pense en permanence business, chiffre d'affaires. Ce qui est difficile, c'est de positionner pour l'entrepreneur le paiement effectif de cette facture dans le temps et savoir au moment où cette facture doit être payée, ce qui doit sortir aussi et voir si la sensibilité qu'on a au non-paiement de cette facture compte tenu des charges qui sont les siennes à ce moment-là. Donc un suivi prévisionnel de trésorerie, c'est aussi positionner ses créances dans le temps pour se dire j'ai un risque ou non. Donc on en vient à cette capacité à pouvoir diagnostiquer son risque. Et l'un des leviers, c'est aussi le taux de concentration qu'on peut avoir sur un client donné, qui peut faire aussi un peu sa loi quand on n'a qu'un ou que deux clients. Voilà. Et c'est risqué, et donc, surtout. voilà, c'est extrêmement risqué. Et la conclusion peut être d'ouvrir, se forcer à ouvrir du business, même si peut-être confortable, si les commandes augmentent avec un seul client, auprès d'autres clients de son secteur d'activité naturelle, voire même offrir des opportunités de diversification produits auprès d'autres typologies de clients. Et pour rebondir sur votre question tout à l'heure, alors un exemple qui n'est même pas professionnel, qui est personnel. Moi, j'ai un électricien qui est venu chez moi à mon domicile il y a 15 jours. Le gars, il travaille à 2. Ça fait 15 jours et j'ai toujours pas reçu la facture. Donc, je suis même pas en capacité de payer. Mais ça, c'est un exemple personnel, mais qui arrive très, très fréquemment, notamment dans les artisans, le BTP, parce qu'ils sont sous l'eau en matière administrative. Ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de service comptable. Et du coup, si on n'a pas déjà facturé, c'est compliqué de gérer en plus son encaissement. Donc, moi, si j'étais son expert comptable, j'étais son client, c'est de lui dire, non, déjà, on facture. Déjà, on voit ta facture. Déjà, on facture. Ouais. Déjà, on prend un acompte. Et après, on voit pour le règlement du solde. Et ça, c'est de la bonne gestion. C'est pas compliqué. Les clients sont prêts à l'admettre. Par contre, c'est à éduquer l'entrepreneur sur la nécessité et l'importance vitale de faire ces opérations. Et l'outil comme l'outil Agicap, il accompagne vraiment, enfin, il permet vraiment de débloquer ces petites choses, mais c'est pas des petites choses quand on n'envoie pas ses factures. Je pense que l'outil Agicap, pour ces personnes-là, celui que je viens d'évoquer, ça lui met devant le mur qu'il peut atteindre. C'est-à-dire qu'à un moment, il a toujours géré sa trésorerie. Ça se passait bien, il n'avait peut-être pas d'emprunt. Aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, il y a les PGE. Les PGE, on doit les rembourser. Et comment on les rembourse? En générant du résultat dans l'entreprise. Et donc, ce résultat, il faut qu'on le projette pour savoir si on va être en capacité de rembourser les échéances d'emprunt. Et on parlait de 70% des défaillances qui sont liées à des impayés. Ouais. Mais le point, c'est qu'il y a environ 20 et 25 000 sociétés qui font faillite chaque année, non pas qu'elles soient structurellement déficitaires, donc elles ont des carnets de commandes pleins, mais n'ont pas anticipé le fait que le non-paiement de cette facture, compte tenu du fait qu'ils engrangeaient des charges, ils continuent à faire des chantiers, il faut payer les ouvriers, les mettaient en défaut de trésorerie. Donc en fait, c'est un vrai sujet d'anticipation du risque et du coup, après, de négociation, de solutionnement. Le fait est qu'on raisonne beaucoup a posteriori et donc on tombe des nues un peu. Ouais. Et Ce que vous dites, là, ce que vous êtes en train de dire là, Clément, c'est que le fait qu'on doive rembourser ces PGE qui sont un peu tombés du ciel, alors je caricature, mais c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu accès, d'ailleurs combien d'entreprises, si on l'a dit, près de 700 000 entreprises ont eu accès au PGE, c'est un révélateur de l'importance de ce suivi, de ce diagnostic de la trésorerie. Et ça permet aussi, c'est aussi une opportunité pour justement se servir correctement de sa trésorerie et de cette prévision de trésorerie. Alors déjà, certains n'avaient jamais eu de dette avant cela, donc une nouvelle ligne de décaissement est apparue et qui suppose du coup un décaissement mensuel. Donc ces personnes-là ont nécessité peut-être à le prendre en compte. La manière dont ils avaient de faire du business hier va peut-être devoir être vue à l'aune de ce décaissement nouveau. D'autres se sont rajoutés un poste, ils avaient déjà de l'endettement, un poste de remboursement. Donc ce qui est sûr, c'est que ça change le paradigme de la gestion du cash, puisqu'il y a ce poste de dépense qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est ce que vous disiez aussi un petit peu tout à l'heure, quand on disait en intro, c'est le cash, avant de penser client, carnet de commandes, chiffre d'affaires.
C'est vrai que ça, c'est un peu nouveau. Enfin, je veux dire, enfin, c'est un peu nouveau, pas pour vous qui êtes dedans toute la journée, mais je veux dire, on a tellement entendu parler. Moi, je me souviens, comme me disait, une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui a des clients. Ce n'était pas une entreprise qui avait du cash. Oui, effectivement, une fois encore, surtout dans le cycle dans lequel nous entrons aujourd'hui, la trésorerie, le cash est le paramètre fondamental pour gérer cette entreprise et avoir la meilleure anticipation sur les événements qui arrivent. Aujourd'hui, alors on peut donner des exemples, hein. Aujourd'hui, les entreprises ont des carnets de commandes assez sympathiques. Par contre, ce que l'on peut observer dans ces carnets de commandes, c'est des décalages dans les annonces de livraison parce que des matériaux n'ont pas été livrés, manquent. Donc, on parlait tout à l'heure du titane. Eh bien, une entreprise industrielle qui produit peut avoir, on va dire, un élément en titane qui représente moins de 1% du prix total et qui va empêcher à cette entreprise de livrer parce que le titane n'est pas aujourd'hui disponible sur le marché. Voilà. Donc ça, et pourtant, il y a un client, il y a une facture, tout est signé, mais ça, on se doit de le suivre dans la trésorerie au jour le jour pour voir l'impact de ce décalage de commande et donc de ce décalage de règlement client au final. Donc, gérer la trésorerie, c'est quelque chose qui doit être fait au quotidien, surtout dans les périodes actuelles, dans le cycle inflationniste dans lequel nous rentrons, où il y a des tensions aussi sur les matières, qui va nous permettre d'anticiper. Effectivement, nous, en tant que banque, nous sommes plutôt satisfaits lorsque nous avons des clients qui viennent nous voir avec 2 mois d'avance, avec des tableaux de trésorerie, en disant voilà, dans 2 mois, eh bien, je vais certainement avoir un pic de besoin, j'ai besoin d'être accompagné. Effectivement, quand on a 2 mois devant soi pour trouver une solution, que ce soit, comment dire, à court terme ou peut-être à moyen terme, parce que l'entreprise, elle peut, par exemple, avoir financé un matériel sur sa trésorerie. On peut très bien lui proposer de lui refinancer à moyen terme et donc redonner de la trésorerie. Alors, on va parler de ça justement dans un instant. Je voudrais juste vous faire part d'une remarque à propos de quelque chose que vous avez souligné il y a quelques instants. L'affacturage. Pascal, il nous dit c'est hyper cher et en plus, ça ne règle pas le problème des impayés. Alors, je ne sais pas si c'est vrai que si c'est hyper cher et que ça ne règle pas le problème des impayés... Alors déjà... c'est ce qu'il dit. Hein, moi, oui, un facteur travaille toujours avec une délégation d'assurance crédit. Ouais. Hein, ça c'est la première chose. Alors, il y a plusieurs niveaux au niveau du poste client. Le premier, c'est le renseignement commercial. C'est-à-dire qu'on se renseigne sur le client auquel on va donner un encours. D'accord ? Là, ça c'est préconisé lorsque on a un poste client qui est quand même assez divisé, mais on le surveille. Okay ? Le coût est assez faible. La fiabilité, un renseignement n'est pas une assurance. Au-dessus, nous avons donc l'assurance crédit. L'assureur crédit va couvrir un encours client. Alors, effectivement, par les temps qui courent, les assureurs crédit sont, on va dire, resserrent un peu plus leur cotation. Il est vrai, pour autant, des assureurs crédit, il y en a plusieurs. On peut très bien avoir recours à plusieurs assureurs crédit pour couvrir son poste client et être bien couvert. Oui, ça a un coût, effectivement, ça a un coût, mais ce coût permettra peut-être et certainement la survie de l'entreprise. Voilà, et de travailler avec beaucoup plus, être beaucoup plus détendu pour se concentrer sur le business. Non, et l'étage du dessus, il n'y a pas de question d'ailleurs. L'étage du dessus, c'est le factor, où le factor donc travaille en délégation avec un assureur crédit, mais également donc rachète donc les factures, hein, bien évidemment. Là, ça règle le problème de l'impayé là. Hein. Alors, ça règle le problème de l'impayé, bien évidemment, moyennant effectivement une commission, puisque c'est le factor qui va aller recouvrer donc la facture auprès du client final. Voilà. Et je pense que c'est vraiment le sujet des marges de manœuvre. Et ce que les banquiers sont aussi enclins à faire, à proposer, sont en fonction des marges de manœuvre qui sont celles de l'entrepreneur. Et d'où la notion de diagnostic du risque le plus tôt possible et d'être le moins en moins en réaction pour offrir aussi aux banquiers des marges de manœuvre, des options, et que celle de la facturage, par exemple, ne soit pas la seule et unique, puisque si cette facture n'est pas payée d'ici la fin du mois,
je fais un défaut de paiement. Il y a une remarque d'Ambroise qui dit « Je pense que l'on ne dit pas assez que le PGE, alors nous on l'a dit, hein, ça, était là pour passer un mauvais moment. » Ça on l'a dit, hein, Bien sûr. voilà, c'est sûr. Et il ajoute « La saine gestion de son BFR était et sera toujours primordiale pour l'entreprise. » Clément, je ne crois pas que vous allez me dire le contraire. Je pense que personne ici ne Ouais, pourra dire ouais. le contraire. Tous en phase. Besoin en fonds de roulement, donc la Ouais. gestion du poste client, de son stock et des fournisseurs. Voilà. Peut-être un rappel aussi, on parlait d'échelonnement qui est vraiment on va dire la phase ultime quand on a des trous de trésorerie. Il existe toujours des outils qui existaient avant le Covid, qu'on a beaucoup utilisés pendant le Covid, qui sont l'activité partielle ou le chômage partiel avant. Ça existe encore, il faut le savoir, et c'est une solution ponctuelle mais qui peut permettre de passer un cap. On a également ce qui a toujours été le cas avant, l'étalement des cotisations sociales et fiscales, c'est-à-dire aller négocier avec l'URSSAF, avec les impôts, pour étaler sur 6, voire 12 mois la TVA. Et ça, c'est des solutions, on va dire, moyen terme, qui existent toujours, qui ont toujours existé, et qui nous permettent aussi de passer certains caps. Si on a fait le bon diagnostic toujours, c'est-à-dire si on se rend compte que là, on a un trou de trésorerie qui est ponctuel, on sait que ça va repartir, et donc voilà un outil qui nous permet de passer sans aller jusqu'au rééchelonnement bancaire avec une dégradation de la note Banque de France. Ambroise qui ajoute pour la discussion de tout à l'heure, l'assureur crédit ne garantit jamais 100% d'une créance. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Nous sommes d'accord. Question de Kenny que je découvre, hein. Une société d'affacturage, décidément, peut-elle travailler avec une structure dont 80% des clients sont des particuliers? Non. Réponse claire, Non. nette et précise. Et pour parler de la facturage, hein, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent en affacturage dit confidentiel, c'est-à-dire que Transparent. personne ne sait que cette entreprise cède son poste client, pourtant elle le fait. Voilà. Et c'est quelque chose de très répandu, très efficace quand on veut se concentrer sur le business, voilà, et laisser le recouvrement du poste client. Ça, vous à un êtes tous les spécialiste. trois d'accord là-dessus. Oui. hein, c'est- Moi, le seul point d'attention sur la partie affacturage, c'est ce qu'on dit à nos clients, c'est que c'est un fusil à un coup, et en effet, on va baisser notre poste client et tout de suite encaisser les 30 jours qu'on aurait dû encaisser plus tard. Il ne faut pas que ça cache non plus des difficultés qui sont existantes ou qui étaient au préalable, et il faut vraiment que ça soit pour aider la trésorerie de l'entreprise, mais c'est pas un remède à un mal plus profond. Et c'est pour ça que l'analyse et l'analyse vraiment précise, comme disait Clément tout à l'heure, est importante sur ces sujets-là. Et nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir une stratégie autour de l'affacturage. Dans l'idéal, on le fait de manière ponctuelle avec une stratégie. Par exemple, je suis dans un cas où mon business explose, j'ai intérêt à me focaliser sur le business et donc peut-être à surpayer le fait de me faire payer, mais parce que je sais que je fais beaucoup de business. Quitte à un moment donné où j'en fais un peu moins, où je me stabilise, à essayer de diminuer l'affacturage pour gagner de la marge, pour gagner du cash. Il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut doser tout ça en fonction. Il faut D'où savoir pourquoi l'intérêt. on le fait. Il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure d'ailleurs, sur l'analyse. En gros, dans le contexte actuel, aujourd'hui, où on a vu que on sait tous que c'est très très changeant, c'est une analyse qui revient tous les combien de ma trésorerie? C'est une Quand excellente... on est un bon père de famille, Alors, gérant d'entreprise. Alors c'est encore une fois, tout comme il est difficile de statuer de manière... Non mais en gros, quoi, voilà. En fait, en gros, pour être honnête, sur Agicap, nous avons des sociétés qui vont d'un pilotage au mois à un pilotage bimensuel, à hebdomadaire, à journalier. Et en fait, la bonne manière de doser est fonction du niveau de tension qu'on peut avoir sur sa trésorerie. Mais on peut être sur une fréquence de pilotage journalière pendant 3 semaines parce qu'on n'est pas serein sur son atterrissage fin de mois et repartir sur du hebdomadaire ou mensuel si on a un nouveau financement ou autre. Donc la gestion de trésorerie, il ne faut pas être dogmatique, il faut être très pragmatique. Et donc, on ajuste son pilotage en fonction du risque. Et du coup, ce risque n'est pas toujours le même. On peut avoir de la saisonnalité et on a plein de business qui ont des courbes de trésorerie qui sont fonction de la saisonnalité de leur activité. Donc forcément, en période où ils ont de la trésorerie, ils font du business, ils regardent un petit peu moins. Par contre, lorsque on est en période creuse, on s'assure qu'on a assez de trésorerie avant son prochain pic d'activité. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de dogme. Par contre, il y a vraiment qu'est-ce qui fait les sous-jacents de mes entrées-sorties et du coup, qu'est-ce que ça suppose sur ma fréquence pilotage? Mais à discuter avec son expert comptable. C'est ce que j'allais notamment. dire. Les experts comptables, ça a dû vous enlever quelques maux de tête, l'arrivée de solutions comme ça. C'est des solutions qui sont vraiment
idéal pour nous. Ça nous permet de nous concentrer non pas sur la technique et sur la partie calculatoire, on va dire, mais vraiment sur la cause du problème et comment le traiter. Et c'est là où notre rôle de conseil arrive. Et c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus confortable. Et pour illustrer ce que vient de dire Clément, moi, j'ai un client dans l'agroalimentaire, sous-traitant de la grande distribution, qui a toujours géré avec beaucoup de cash. Et là, je l'ai eu la semaine dernière et il me dit, là, j'ai un trou de cash, je ne comprends plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est à ce moment-là, pour illustrer ce que disait Clément, c'est que le cash, quand on en a, on ne le regarde pas et on s'en occupe pas forcément. Mais vraiment, quand on a cet indicateur de dire, là, il y a un trou, qu'est-ce qui se passe et comment je l'analyse, c'est là où vraiment les solutions et devenir beaucoup plus rigoureux sur la gestion du cash au quotidien. C'est là qu'on va leur conseiller de le faire, de le mettre en place. Une question de Clarisse. Pour vous, Vincent. Les banques nous refusent un crédit immobilier car nous sommes trop endettés à cause du PGE. Que faire pour pouvoir continuer à se développer? Alors, on va répondre à Clarisse, mais c'est une question beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a encore des options pour évidemment continuer à se développer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, pour répondre à Clarisse, si le financement immobilier en crédit classique n'est pas possible, en fonction de la situation du bien, elle peut aussi avoir recours à un crédit bailleur immobilier qui va donc acheter ce bien et lui financer sur une durée de 10, 12, 15 ans et le récupérer donc à la fin donc de ce financement en crédit bail. Voilà, bon, ça c'est la première chose. Après, il y a des solutions. Les solutions sont multiples. Plus on aura de temps pour les mettre en place, pour les étudier, pour trouver la meilleure des solutions. Voilà, je pense que tout le monde l'a compris. Par exemple, si on revient sur un dispositif qui a été mis en place il y a à peu près une année et qui aujourd'hui n'a pas trop fait parler de lui, c'est le prêt participatif relance. Le PPR. Donc le PPR a été prorogé jusqu'au 31/12/2023, il y a quelques semaines. Et donc ce PPR, il permet aux entreprises réalisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de solliciter donc un prêt participatif relance jusqu'à 12,5% de son chiffre d'affaires. D'accord. Et donc l'avantage de ce PPR, qui est sur une durée de 8 ans, c'est qu'il a un différé en capital de 4 ans. Pendant 4 ans, on ne rembourse pas. Voilà, on paye les intérêts. Voilà, on paye les intérêts. Donc, il va permettre à une entreprise qui n'a pas, on va dire, opéré la digitalisation, la numérisation, ou qui n'a pas opéré la transition écologique, de mettre en place des investissements, par exemple de robotique, d'automatisme, tout simplement de e-commerce aussi. Je lisais hier une information comme par laquelle en France nous aurions du retard donc, dans les entreprises dans le e-commerce, où nous serions à peu près à 30% d'entreprises dans le e-commerce quand l'Allemagne est déjà à 80%. Donc ce prêt participatif relance peut être, on va dire, un prêt qui va permettre à l'entreprise de se développer dans le e-commerce et on va dire d'initier la rentabilité qui permettra l'amortissement en année 5. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui doit être regardé. Et alors, il est vrai que plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et puis alors le taux, on est sur un taux, on va dire, qui est plutôt à 4,5%, qui malgré tout se justifie et qui, on va dire, il y a un an, on était effectivement sur des taux proches de zéro qui faisaient que on ne regardait pas trop. Mais il y a encore des prêts classiques aussi qui oui, existent. Enfin, je veux dire, il y a encore les prêts classiques, bien évidemment. Après, tout à l'heure, Château-Mentonne parlait, on va dire, d'accompagnement. Il y a tout un tas d'accompagnements possibles. Donc, pour le vin, on peut financer en crédit vieillissement. Donc, la partie des vins en vieillissement. On peut financer des stocks bouteilles également. Je veux dire, il y a tout un tas de solutions. Le tout, c'est d'avoir le temps de les mettre en place. Et le nouveau PGE, le PGE Résilience, alors celui-là, il est plus lié avec la guerre en Ukraine, le contexte actuel. Alors, en quelques mots, pourquoi il a été donc validé par les pouvoirs publics le 8 avril, donc par un décret d'application. Il permet d'aller chercher, on va dire, encore 15% supplémentaires au-delà des 25% du PGE classique. PGE classique qui se termine là au 30 juin 2022. Effectivement, il est là pour pallier aux besoins des entreprises qui ont des problèmes d'approvisionnement en métaux, notamment liés à la Russie ou à l'Ukraine. Contrairement au PGE, on va dire phase 1 Covid, il est
beaucoup plus analysé par les banques en fonction de la situation de l'entreprise, qui a notamment déjà eu un PGE. Plus difficile à décrocher alors, hein. Effectivement plus difficile parce que ça vient alourdir. Et si j'ai déjà eu un PGE, je peux décrocher un PGE résilience si je suis dans les clous? Oui, bien sûr. Et donc, alors ça, c'était normalement jusqu'au 30 juin 2022. Et donc, nous attendons le décret d'application pour une prorogation au 31/12/2022. Bon, ce contexte économique, alors, oui, le remboursement des PGE de Covid, il y a ce dont on parle sur la situation Russie-Ukraine, et les impacts sur le contexte, et notamment le coût des matières premières et de l'énergie. Ça va durer un peu. Est-ce qu'on peut s'attendre, alors bon, vous n'avez pas de boule de cristal, mais à ce que le gouvernement qui vient d'arriver et qui est en train d'essayer de trouver sa majorité, propose des nouvelles choses pour accompagner les entreprises et notamment avoir accès à de nouveaux financements? Alors, il y a déjà beaucoup de choses. Oui, oui. Alors, même des crédits, on va dire, qui sont peu connus aujourd'hui des entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses, notamment à travers ce qu'on appelle France Relance. D'accord ? Et donc, des prêts qui sont accordés en cofinancement avec la BPI. Il y a notamment des prêts verts qui sont faits également, des prêts croissance. Les banques, pour 1 euro mis par la banque, BPI met 1 euro, voilà, et inversement. Et donc, je pense que, on va dire, échanger avec ses partenaires et notamment avec sa banque va permettre à l'entrepreneur, aux dirigeants, d'avoir les solutions mises sur la table et de réfléchir à quelle serait la meilleure solution par rapport au contexte. Alors, évidemment, il nous reste 5 minutes. Évidemment, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, juste, je reviens sur le PPR. Question d'Arnaud. Quel taux? Mais je crois que vous l'avez dit, hein. Oui, ça peut monter à 5%, 4,5%, Voilà. 5%. Ouais. Kenny, un PPR est-il envisageable pour pallier l'impossibilité de proroger la durée d'amortissement du PGE? Non. Voilà. Non, c'est fait pour investir. Oui. Voilà. Bon. La question a été posée, Tout à la fait. réponse a été donnée. Question à propos, alors la facturage, je reviens là-dessus. À partir de quel moment, c'est Olivier, indicateur de trésorerie, hein, entre parenthèses, et à quel moment, à partir de quel indicateur de trésorerie, doit-on enclencher la facturage, sachant que cela a un coût? Il y a un coût, effectivement. Donc, suivant l'historique de l'entrepreneur relativement au risque qu'il prend, donc au niveau de concentration qu'il a, j'en ai parlé, est-ce qu'on a 10 clients, 20 clients, 100 clients? Donc forcément, si on en a 10, on a un risque qui est beaucoup plus concentré. Donc on ne peut pas se permettre un retard de paiement important. Donc ça, c'est un premier indicateur, le niveau de concentration du portefeuille client. Le deuxième indicateur, c'est en valeur. Est-ce qu'on a des clients clés qui représentent 80% de ces entrées d'argent? Voilà. Et après, sur le déclencheur, à proprement parler, je pense que, et Vincent l'a bien explicité, il y a des choses à faire en amont qui coûtent un peu moins cher et dont les entrepreneurs doivent être au courant pour envisager la facturage dans un second temps, relativement à une stratégie, relativement à d'autres processus qu'on a mis en place et qui sont ou pas satisfaisants compte tenu du risque. Pour préciser, Serge, je dirais à partir du moment où le dirigeant sent que le rapport de force change et qu'il n'est plus de son côté, il faut, je pense, passer à cette prise de décision d'aller vers cette solution. Si l'anxiété est journalière et peut mettre à mal C'est clair. il peut créer un défaut de trésorerie, il faut vraiment l'envisager. Question de Pierre. Connaissez-vous des dispositifs pour une restructuration des fonds propres? Non. Ouais, la question est large parce que restructuration des fonds propres, a priori, d'après la question, c'est-à-dire qu'on a des fonds propres qui sont trop bas par rapport à sûrement le niveau d'endettement. J'imagine que c'est ça. Ouais. Il y a plusieurs solutions, hein. Soit on peut ouvrir le capital, c'est-à-dire faire rentrer des nouveaux investisseurs. Soit on peut, mais là on rentre dans l'échelonnement, se dire notre niveau de dette étant trop élevé par rapport à nos capitaux propres, et il faut qu'on rééchelonne la dette, mais pas que le PGE, l'intégralité de la dette. Voilà, ça fait partie de deux solutions, mais c'est vrai que la question est assez large, donc il faut voir plus précisément. Il y a une question très importante que je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas posée. Quels sont les indicateurs qui font jouer la garantie de l'État pour le remboursement à la place de l'entreprise? Parce qu'effectivement, dans le PGE, il est garanti par l'État.
Oui, alors c'est garanti par l'État à 90% Ouais. et par la banque pour le reste. Mais comment ça se déclenche, quoi? Bah, Si je ferme, si je fais faillite, ben, c'est exactement ça. voilà. Le déclenchement, en fait, au même titre que n'importe quelle dette, hein, c'est-à-dire que l'entreprise donc dépose le bilan, il est décidé, on va dire, par le juge commissaire qu'on va en liquidation directe. Et à partir de là, voilà, les sommes, le passif est liquidé. Et donc l'État va donc couvrir à hauteur de 90% le crédit, tout simplement. D'accord. Sera-t-il encore possible de demander d'obtenir un PGE en juillet ou août 2022 pour un besoin de trésorerie pour faire face à une hausse, à une baisse évidemment de chiffre d'affaires en raison de la baisse de la consommation des clients et due à la baisse de leur pouvoir d'achat? Alors, Est-ce que le nouveau PGE rentre là-dedans? Alors, le PGE Résilience, en fait... Est-ce que c'est que la Russie et l'Ukraine ou est-ce que c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat en Non, France, quoi? il y a une auto-certification qui est demandée à l'entrepreneur pour effectivement auto-certifier que ce besoin est lié à la crise russo-ukrainienne. Voilà. Donc non, si on est uniquement sur le pouvoir d'achat, malheureusement, on ne peut pas faire cette demande de PGE Résilience. Et pour compléter, je pense que de toute façon, on revient aussi à des règles historiques, c'est-à-dire quand on va solliciter un financement bancaire notamment, il faut avoir un dossier et justifier comment on va pouvoir rembourser ce financement. Et on l'a fait de manière assez rapide sur les PGE parce qu'il y avait urgence. Là, on revient dans des règles classiques, c'est-à-dire on demande un financement, mais comme à titre personnel, on demande un financement, comment je vais faire pour rembourser mon emprunt, tout simplement. Et quand on arrive vers le banquier, c'est toujours bien de lui montrer qu'on s'est posé cette question-là, quoi. Alors c'est pas bien, c'est nécessaire. Oui, non. Mais en fait, c'est vraiment... J'essaye de voir la réaction du banquier quand il dit. Je confirme. Non, c'est indispensable. Tout à fait. Et la qualité de l'analyse aide aussi le banquier, conforte le banquier dans la bonne gestion de l'entreprise au sens large. Et c'est fondamentalement ce qui lie et donne la confiance aux deux parties dans l'idée de travailler ensemble. Voilà, alors s'entourer d'experts, bien s'équiper, bien suivre son prévisionnel de trésorerie, analyser son atterrissage et sa structure de coûts et anticiper, travailler avec son expert comptable, avec son banquier, avec l'outil qui est le vôtre, Agicap. Comment on termine cette discussion sur une note positive? Parce qu'on a commencé en disant, bon ça y est les gars, on rembourse. Et puis en plus, il y a la guerre en Ukraine, il y a la hausse des matières premières. Bon, vous nous avez rassuré sur le fait qu'il y avait pour l'instant une situation qui était plutôt positive en termes de cash. Mais il y a quand même des gens qui s'inquiètent. Hein. La baisse du pouvoir d'achat, c'est une autre bonne raison d'inquiétude. Qu'est-ce que vous avez envie de chacun d'entre vous d'envoyer comme message à celles et ceux qui nous suivent pour qu'on termine bien cette journée de jeudi, quoi, et qu'on reparte boosté de cette émission depuis les locaux d'Agicap? Clément? Moi, peut-être deux choses. La première, d'un point de vue des parties prenantes autour de l'entrepreneur, n'ont jamais été aussi proches de les raisons de leur stress actuel et n'ont jamais été aussi enclines à vouloir travailler avec elle en proximité, en anticipation, ce qui est un atout quand même pour l'entrepreneur. Le deuxième, c'est d'un point de vue plutôt économique. Il y a quand même beaucoup d'investissements qui est opéré par le gouvernement actuel dans beaucoup de typologies d'industrie. Donc la France va bien dans sa capacité à innover, à faire des choses. Et il y a des investissements importants pour nombre d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou continuer de se développer. Laurent? Moi, je pense qu'on a changé aussi un peu de modèle et on le voit arriver. Je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on fasse peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux. C'est-à-dire travailler sur la qualité, travailler sur nos prix, travailler sur la qualité de service. Et je pense que c'est vraiment le moment où chacun doit s'interroger là-dessus et que ça sera la source de croissance future, c'est ça. Et toutes les entreprises, que ce soit des startups, mais aussi des entreprises historiques, s'interroger sur leur business model parce que là, il y a des changements importants. Et tout changement est une source aussi de croissance et d'amélioration dans son modèle. Voilà, améliorer le modèle grâce au changement ou grâce à tout ce qu'on vient de subir, évidemment. Vincent? Effectivement, si je devais dire un dernier mot, c'est optimisme. Voilà, il faut tous que nous gardions l'optimisme et nous avons des raisons pour cela. Effectivement, on a vu que l'anticipation nous permettait de mettre en place des solutions. Voilà, donc anticipons, nous avons les outils
Et voilà, nous sommes tous enclins à trouver des solutions. Je ne parlerai pas d'inquiétude. Je trouve normal que les dirigeants se posent ces questions. Pour moi, ce sont plus des questions de prudence que d'inquiétude. Voilà. Et donc, je souhaite rester optimiste et on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles, de belles surprises. Voilà. Et effectivement, il y a des opportunités à saisir. Le changement, il y a beaucoup de changements. On parle de transition, on va dire, écologique, énergétique. On a parlé tout à l'heure du e-commerce aussi, donc de la digitalisation. Tout ça sont des opportunités à saisir maintenant pour les dirigeants. Plus de questions de prudence que d'inquiétude. Je retiendrai ce que vous Tout à avez fait. dit, qui est, à mon avis, un très bon résumé également de tout ce qu'on vient de se dire ce matin. On aurait pu rester encore très très longtemps parce qu'il y avait pas mal de questions. On essaiera de revenir, apporter comme ça des solutions, répondre à vos questions. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci infiniment à vous, Vincent et Laurent, de nous avoir rejoints ici. Chez vous, chez Clément Moguet, chez Agicap, dans les tout nouveaux locaux de cette belle entreprise dynamique qui a eu cette initiative de nous mettre autour d'une table pour discuter de ces sujets. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.